Parfois, la réalité dépasse de loin ce qu'un roman d'espionnage pourrait oser imaginer. Parmi les épisodes les plus incroyables, figure une opération secrète des États-Unis visant à récupérer un sous-marin soviétique coulé transportant des armes nucléaires. Bonjour à toutes et à tous. Si vous aimez les histoires palpitantes pleines de mystères, abonnez-vous à notre chaîne. Vous êtes sur Perdu Chaîne. Et tout de suite, une histoire fascinante. Les circonstances de la disparition. Les années 1960 ont marqué le paroxysme de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'était sans doute l'époque la plus dangereuse depuis l'apparition de la bombe atomique, où la survie même de la civilisation humaine tenait à un fil. Tout a commencé avec la crise des missiles de Cuba en 1962. Dans le cadre de l'opération ultra-secrète Anadir, l'URSS a discrètement acheminé pas moins de 40 missiles nucléaires vers Cuba, un État révolutionnaire aux portes même des États-Unis. À ce moment-là, le monde n'était plus qu'à un pas de la Troisième Guerre mondiale. Et c'est in extremis que la raison et l'instinct de survie ont fini par l'emporter. Pour escorter les convois transportant les missiles nucléaires, plusieurs sous-marins soviétiques ont été déployés de manière active. Fait effrayant, ces sous-marins n'étaient pas seulement armés de torpilles classiques, mais aussi de torpilles à ogives nucléaires. Heureusement, lorsque les États-Unis forcèrent les sous-marins soviétiques B-130, B-36 et B-59 à faire surface en 1962, ils ne se doutaient pas un instant qu'ils transportaient de telles torpilles nucléaires. En revanche, le Pentagone était parfaitement au courant que le sous-marin soviétique K-129 était équipé de 3 missiles balistiques R-21 à ogives nucléaires, ainsi que de 2 torpilles nucléaires. Ce sous-marin avait été officiellement mis en service en 1960. Il appartenait d'abord à la 123e brigade, puis fut intégré à la 29e flottille de sous-marins de la flotte du Pacifique soviétique, basée dans la baie de Krashenninkov, sur la péninsule du Kamtchatka. En vérité, l'équipage du K-129 allait être frappé d'une malchance terrible. Le 26 février 1968, en raison d'une panne sur un autre sous-marin qui devait initialement partir en mission, le K-129 fut désigné en remplacement et quitta la baie d'Avacha, au Kamtchatka, pour une mission de combat. À ce moment-là, le K-129 venait tout juste de terminer une révision périodique d'1 mois et demi et il était dans un état optimal. Le commandement était assuré par des officiers chevronnés. Une fois la mission terminée, le capitaine devait être promu au poste de commandant de l'unité, tandis que son adjoint reprendrait le commandement du sous-marin. Cependant, l'équipage régulier avait été remplacé. Les vétérans en fin de service avaient cédé leur place à de jeunes marins provenant d'autres bâtiments. L'équipage total du sous-marin comptait 98 hommes. Leur mission consistait à naviguer le long du 162e méridien dans le Pacifique Nord, avant de prendre un cap vers l'est aux alentours du 40e parallèle nord. En réalité, l'objectif principal était de se rapprocher le plus possible du territoire américain en cas de conflit, afin d'y lancer une frappe nucléaire. À l'époque, les missiles n'avaient pas la portée que nous connaissons aujourd'hui, et s'approcher au plus près de l'ennemi était crucial. La clé du succès de cette opération résidait avant tout dans la discrétion absolue. Pour cette raison, les communications radio étaient réduites au strict minimum. Le 26 février, un rapport indiqua que le sous-marin poursuivait sa route comme prévu. La prochaine communication était programmée pour le 8 mars. Mais ce jour-là, et à partir de ce moment, plus aucun signal ne fut jamais reçu du K-129. Ce n'est qu'une semaine plus tard que les recherches du sous-marin furent enfin lancées. Selon les sources, les opérations de recherche auraient duré entre 62 jours et 6 mois. Évidemment, retrouver un sous-marin disparu dans l'immensité du Pacifique revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Une mission quasiment impossible. En fin de compte, les recherches n'aboutirent à aucun résultat. Le sous-marin fut officiellement déclaré perdu et l'on annonça que l'équipage était probablement décédé. Le terme « probablement » fut déterminant. Au lieu d'une pension à vivre, les familles ne reçurent qu'une indemnité équivalente à 2 mois de salaire. Voilà à quoi ressemblait la méthode soviétique. Comment les Américains ont-ils retrouvé le sous-marin soviétique ?
La disparition du sous-marin soviétique dans le Pacifique fut repérée presque instantanément par sa cible même, les États-Unis. Les Américains ont lancé leurs recherches quasiment en même temps que l'armée soviétique. Et grâce à leurs services de renseignement, ils ont pu localiser le sous-marin soviétique relativement rapidement. En réalité, l'armée américaine connaissait déjà approximativement les coordonnées du naufrage depuis le 7 mars 1968, soit la veille du jour où le sous-marin devait envoyer son prochain message. Cette information provenait du système de surveillance acoustique sous-marine, le SOSUS, installé dans les années 1950 tout le long de la côte pacifique. Le SOSUS est un système de détection spécial composé de nombreux microphones fixés sur le fond marin qui captent en permanence les sons sous l'eau. Ce 7 mars, une partie du réseau SOSUS a détecté un son anormal, semblable à une explosion. 2 semaines plus tard, les Américains constatèrent une agitation soudaine au sein de la flotte soviétique, ce qui les amena à soupçonner qu'un incident grave s'était produit. En effet, plus de 30 navires soviétiques patrouillaient de manière insistante dans une zone bien précise, ce qui ne pouvait passer inaperçu. Il faut le reconnaître, parfois, les militaires savent faire preuve d'un bon sens de la déduction. En reliant cette mystérieuse explosion au mouvement de la flotte soviétique, les Américains en vinrent à penser qu'un sous-marin va exploser. Le Pentagone finit aussi par délimiter avec précision la zone probable de l'épave. Les Américains attendirent que les Soviétiques abandonnent leurs recherches. Puis, en juillet 1968, soit 4 mois plus tard, ils lancèrent leur propre opération. Celle-ci fut baptisée du nom de code Sand Dollar, littéralement « dollar de sable ». Pour l'exécuter, les États-Unis envoyèrent depuis la célèbre base navale de Pearl Harbor, point de départ de leur engagement dans la Seconde Guerre mondiale, le sous-marin USS Halibut. Ce submersible d'un genre unique était équipé jusqu'à la gueule. Sonde sous-marine pour la photo et la vidéo, sonar et bien d'autres instruments de pointe. Rien d'étonnant donc à ce qu'en à peine 1 mois de recherche, l'USS Halibut ait retrouvé le K-129, ou du moins ce qu'il en restait. L'épave gisait à environ 5 km de profondeur, dans les abysses. Une longue fissure verticale zébrait l'arrière de la tour de commandement, et les tubes de lancement des missiles étaient complètement éventrés. Le choc contre le fond marin avait littéralement brisé le navire en 2. Tous les indices sur place indiquaient qu'une explosion violente s'était produite. Mais les experts ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord sur les causes exactes de cette explosion. Au moins 3 hypothèses ont été avancées. La première suggère une défaillance du système de propulsion qui aurait provoqué l'explosion. La deuxième évoque une panne de la valve du système de Snorkel, ayant entraîné une plongée trop profonde du sous-marin. Et la troisième théorie avance qu'il aurait percuté un sous-marin américain. Comment les États-Unis ont-ils réussi à renflouer le K-129 ? Trouver un sous-marin est une chose, le remonter à la surface en est une autre, totalement différente. Et pourtant, le Pentagone a bel et bien ordonné à ses équipes de procéder à ce renflouement. Qui plus est, il s'agissait d'un sous-marin appartenant à une puissance nucléaire, à récupérer en toute discrétion. Un échec aurait pu provoquer une grave crise internationale. C'était une nouvelle violation flagrante des règles internationales, alors même que les tensions issues de la crise des missiles de Cuba de 1962 n'étaient pas encore totalement retombées. Certes, les sous-marins soviétiques ne s'approchaient pas des côtes américaines pour y déposer des cadeaux de Noël. Mais refermons cette parenthèse. Reste une question. Pourquoi prendre autant de risques et dépenser autant d'argent pour remonter ce sous-marin ? La réponse est simple. Les États-Unis avaient soigneusement évalué la situation et jugé que cela en valait la peine. Ils espéraient mettre la main sur des informations capitales, plan du sous-marin, conception des missiles et torpilles nucléaires, code de chiffrement, documents secrets, etc. Mais l'armée américaine se heurtait à un défi si colossal qu'il paraissait presque irréalisable. Le sous-marin gisait à 5 km de profondeur et pesait environ 3000 tonnes. Pour situer les choses, le Titanic, qui a sombré en 1912 à 3800 mètres de profondeur, n'a toujours pas été renfloué à ce jour. Le plus gros fragment remonté du Titanic ne pèse que 20 tonnes. Ici, il s'agissait de 3000 tonnes. Et pourtant, tout dépendait de l'argent. En prenant un peu d'avance sur la suite, des experts estiment que l'opération de récupération du K-129 a coûté environ 800 millions de dollars. À titre de comparaison,
renflouer le Titanic coûterait entre 4 et 5 milliards de dollars. Ainsi débute l'ultime chapitre de cette incroyable affaire, sous le nom de code Azorian. L'opération fut confiée à John Parangoski, un haut responsable de la CIA. Le tout se déroula dans le plus grand secret, et il fallut environ 6 ans entre les préparatifs et l'exécution. Entre 1971 et 1973, un navire spécialement conçu, le Glomar Explorer, ainsi qu'une barge submersible appelée HMB-1 furent construits. En parallèle, un gigantesque bras mécanique destiné à saisir le sous-marin fut conçu. Son nom de code était Clementine. Pour préserver le secret, les financements ne provenaient pas de l'armée, mais transitaient par le milliardaire excentrique Howard Hughes. Il prétendait que son but était de rechercher des nodules de manganèse au fond de l'océan. Fait amusant, en voyant les mouvements de Hughes, d'autres entreprises commencèrent elles aussi des campagnes de prospection minière sous-marine. Il est difficile d'évaluer les gains potentiels, mais on estime que les nodules polymétalliques riches en fer et en manganèse présents au fond des océans totaliseraient quelques 400 milliards de tonnes. Bien entendu, cette histoire de recherche de manganèse n'était qu'un écran de fumée. Le navire spécial conçu pour cette mission possédait une caractéristique remarquable, un immense hangar occupant un tiers de sa structure. Ce hangar, long de 61 mètres, large de 23 mètres et profond de 20 mètres, ne pouvait cependant pas contenir un sous-marin soviétique de 100 mètres de long dans son intégralité. Le Pentagone décida donc de ne récupérer que la partie avant et centrale du sous-marin, jugés les plus riches en informations sensibles. Le plan prévoyait que le Glomar Explorer et son dock flottant autonome coopèrent pour s'approcher du lieu du naufrage. Ensuite, la barge flottante submersible est descendue sous l'eau et a pénétré dans le hangar du Glomar Explorer, surnommé poétiquement la piscine lunaire. Dans cette configuration assemblée, le Glomar Explorer s'est positionné précisément à la verticale du sous-marin. Puis, en utilisant des tubes d'acier longs d'environ 5 km, le bras géant Clementine est descendu jusqu'au fond marin pour agripper le sous-marin. L'été 1974, 6 ans après l'accident, la lente descente de Clementine vers sa cible a commencé, marquant l'entrée de l'opération dans sa phase décisive. Une opération d'une telle ampleur, étendue sur une si longue durée, ne pouvait pas passer inaperçue aux yeux de la flotte soviétique du Pacifique. Des navires et des hélicoptères soviétiques sont apparus les uns après les autres, tournant autour des Américains. L'un des navires soviétiques s'est approché à seulement 50 mètres. L'opération était alors sur la corde raide. Et pourtant, contre toute attente, la mission s'est déroulée mieux que prévu, avec même un rebondissement inattendu. Selon une anecdote célèbre, les marins soviétiques, estimant que rien de suspect ne se passait, se sont alignés sur le pont de leur navire, ont tourné le dos au bateau américain et ont baissé leurs pantalons en guise de provocation. Les Américains, loin de se laisser faire, auraient riposté exactement de la même manière. Ainsi, une situation qui aurait pu virer à la tragédie a curieusement pris fin sur une note burlesque. Mais pendant que la surface s'agitait, le bras de Clementine, lui, saisissait fermement le sous-marin à 5 km de profondeur. Le lent processus de remontée avait commencé, jusqu'à ce qu'un des bras mécaniques ne se brise en cours de route. La majeure partie du sous-marin retomba alors, impitoyablement, au fond de l'océan. Seule une section d'environ 12 mètres de long fut finalement remontée jusqu'à la piscine lunaire. Malgré tout, les Américains se déclarèrent satisfaits du résultat. L'opération fut officiellement qualifiée de réussite et le navire prit le chemin du retour. Selon quelques fuites relayées par des journalistes américains bien informés, la CIA et le Pentagone auraient récupéré 2 torpilles à ogive nucléaire, des documents partiels et des pellicules photographiques de l'équipage. Avec un coût estimé à environ 800 millions de dollars, cette opération est entrée dans l'histoire comme l'une des missions secrètes les plus complexes et les plus coûteuses jamais menées. Un amiral de la marine américaine a même déclaré que la difficulté de l'opération Azorian rivalisait avec celle de l'alunissage. Mais l'un des aspects les plus poignants fut la découverte, durant le renflouement, des corps de 6 marins soviétiques. Les Américains, dans un geste honorable, les ont réinhumés dignement en mer, conformément aux traditions navales, le 4 septembre 1974. Les corps furent recouverts du drapeau de la marine soviétique et l'hymne national de l'URSS fut joué lors de la cérémonie. Certaines informations ont commencé à filtrer dès 1975,
Mais ce n'est qu'en octobre 1992 que l'existence officielle de l'opération fut reconnue. Robert Gates, alors directeur de la CIA, remit personnellement au président russe Boris Yeltsin l'enregistrement vidéo de l'inhumation des 6 marins. Ce geste de bonne volonté conduisit le nouveau gouvernement russe à reconnaître officiellement le naufrage du K-129. En 1998, pour marquer les 30 ans de l'accident, les membres de l'équipage du K-129 reçurent à titre posthume la médaille du courage. La même année, les familles des disparus furent invitées sur les lieux du naufrage, au cœur du Pacifique, pour y déposer des fleurs en hommage aux 98 marins engloutis 30 ans plus tôt. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à mettre un j'aime et à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt et portez-vous bien.